Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le 20h. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans l'actualité de ce lundi, il va comparaître dans les prochaines minutes devant la justice américaine. Cole Thomas Allen, le tireur présumé du gala de la presse à Washington, a reconnu dans un manifeste vouloir viser tous les membres de l'administration Trump. On en sait plus sur les minutes qui ont précédé son passage à l'acte et sur les possibles failles de sécurité. Des vols annulés en mai et en juin. Plusieurs compagnies, dont Transavia, l'ont confirmé, conséquence de la flambée des prix du kérosène. On vous dira que faire si vous avez déjà acheté votre billet. Nous ne sommes qu'en avril et déjà une alerte à la sécheresse. Elle commence à s'installer sur la France. 3 départements de l'Ouest ont adopté récemment des mesures de restriction d'eau. Face au vol à l'étalage, les supermarchés contre-attaquent, vidéosurveillance ultra performante, robots dans les rayons, mais aussi des détectives embauchés pour traquer les voleurs. C'est le document du 20h. Et puis la folie des vides-greniers. Ils sont désormais organisés toute l'année dans tout le pays et attirent de plus en plus de Français qui vendent leurs objets de famille pour boucler les fins de mois difficiles. Les États-Unis encore sous le choc après la spectaculaire attaque du gala de la presse à Washington. Le tireur Cole Thomas Allen va comparaître d'ici quelques minutes maintenant devant un tribunal fédéral. On n'en sait plus sur ses motivations. Il avait envoyé une lettre à ses proches, un manifeste, quelques minutes avant de passer à l'acte, expliquant qu'il voulait cibler tous les membres de l'administration Trump. Stéphanie Pérez avec notre bureau de Washington. Tout à l'heure, dans ce tribunal de Washington, Cole Thomas Allen devrait être inculpé de plusieurs chefs d'accusation, dont ceux d'usage d'armes à feu lors d'un crime violent et d'agression d'un agent fédéral. Depuis son arrestation samedi soir, l'assaillant ne s'est pas montré coopératif. Selon les premières investigations à son domicile et auprès de sa famille, ce professeur californien de 31 ans estimait qu'il était son devoir de citoyen de cibler les membres de l'administration Trump, du plus bas au plus haut niveau. Dans un manifeste envoyé à ses proches quelques minutes avant son acte, il écrit « Je ressens de la rage quand je pense à tout ce que cette administration a fait. Si j'avais pu trouver une autre solution pour en arriver là, je l'aurais fait. Je ne suis plus disposé à laisser un pédophile, un violeur et un traître m'éclabousser de ses crimes. » Sans le mentionner, le tireur semble faire allusion à Donald Trump et à ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein. Interrogé à ce sujet à la télévision, le président américain s'est montré sur la défensive. Je ne suis pas un violeur, je n'ai violé personne. Vous pensez qu'il fait référence à vous ? Je ne suis pas un pédophile. Vous lisez les bêtises d'un malade. Le président réfute les accusations, tout comme la porte-parole de la Maison-Blanche il y a 1 heure, qui s'en prend, sans la nommer, à l'opposition démocrate. Ceux qui qualifient constamment à tort le président Trump de fasciste, de menace pour la démocratie et le comparent à Hitler dans un but électoraliste, attisent ce genre de violence. Dans son manifeste, Cole Thomas Allen raillait aussi le niveau du dispositif de sécurité dans l'hôtel Hilton. La Maison-Blanche devrait convoquer dans les jours qui viennent une réunion sur la protection du président américain. Comment l'assaillant, lourdement armé, a pu s'approcher aussi facilement du président des États-Unis? Comment a-t-il pu passer les portiques de sécurité? Y a-t-il eu des failles du renseignement? L'enquête progresse. Nous avons reconstitué le parcours du tireur dans l'hôtel en cette nuit de panique, depuis son arrivée la veille au soir jusqu'au coup de feu. Maryse Burgot, Gaël Yabeuf. Vendredi soir, le tireur présumé Cole Allen prend une chambre au 10e et dernier étage de cet hôtel. Il avait réservé début avril. Il rentre dans l'établissement sans problème avec 2 armes à feu et des couteaux. Le lendemain, samedi soir, 20h16, Donald Trump et son épouse arrivent au dîner des correspondants de la Maison-Blanche. 20h34, ce magicien amuse le couple présidentiel. Il prétend pouvoir deviner le prénom du futur enfant de la porte-parole de la Maison-Blanche, ici à gauche. 20h34 et 29 secondes. Le tireur, descendu du 10e étage par les escaliers, force les portiques de sécurité du hall au rez-de-chaussée. Il court à pleine vitesse sur 18 mètres. Les agents dégainent leurs armes. 4 secondes plus tard, il est 20h34 et 33 secondes.
Dans les couloirs, comme au fond de la salle de gala, des coups de feu sèment la terreur. Placés en haut de l'immense pièce, le président et son épouse n'entendent pas. Le tireur vient d'ouvrir le feu tout en courant. Il blesse un agent de sécurité protégé par son gilet pare-balles. Il est finalement appréhendé en haut de l'escalier. Le voici, face contre terre, alors qu'il vient d'être maîtrisé. Son but était de descendre cet escalier, d'atteindre ce couloir, pour entrer ensuite dans la salle de gala et tirer. 20h34 et 45 secondes. Le vice-président Vance est exfiltré le premier. Donald Trump, lui, est toujours à table. Des agents du Secret Service se placent devant lui pour le protéger. Melania passe sous la table. Il faut attendre 10 secondes avant que le président soit à son tour sorti de la salle. Il trébuche. 20 secondes en tout pour le mettre en sécurité. 20h35, les invités se sont mis à l'abri, sous les tables. Les agents du Secret Service enjambent les chaises et cherchent d'éventuels complices. Dans les cuisines, le personnel est prié de garder les mains en l'air. Mais le tireur présumé a en fait agi seul. Un loup solitaire, dira Donald Trump. Donald Trump qui veut montrer qu'il est au travail. Le président américain a convoqué une nouvelle réunion de crise à la Maison-Blanche sur la guerre au Moyen-Orient, alors que les négociations avec Téhéran sont au point mort. Et au même moment, Vladimir Poutine a affiché son soutien à l'allié iranien. Le président russe a reçu à Saint-Pétersbourg le ministre iranien des Affaires étrangères ce matin. Et conséquence dans les airs de cette guerre au Moyen-Orient, eh bien, face à la flambée des prix du kérosène, plusieurs compagnies annoncent des annulations de vols. C'est le cas notamment de Transavia qui va supprimer 400 de ses vols en mai et en juin. Êtes-vous concerné? Que faire si vous avez déjà payé votre billet? On voit ça avec Morgane Bouvier et Frédéric Bazille. Avant même leur départ en vacances, mauvaise surprise pour des centaines de passagers de la compagnie Transavia. La filiale à bas coût d'Air France KLM annonce l'annulation de 400 vols prévus en mai et en juin. Sur les réseaux sociaux, les passagers sont pris de court. Départ le 6 mai annulé hier. Idem, vol reporté à l'aller et au retour. À ma grande surprise ce matin, le vol a été annulé. Il me le reporte le 6 juin. Et Transavia n'est pas la seule compagnie à reprogrammer des vols. Christelle Guillaume s'apprête à s'envoler pour Marrakech, mais sa compagnie a avancé son retour de 2 jours. J'étais furieuse et j'étais très très énervée de cette situation. On attend un remboursement de 430 € et j'ai dû refinancer le nouveau retour. Contactée, la compagnie française Transavia, elle, se justifie. En raison du contexte géopolitique actuel au Moyen-Orient et de ses répercussions sur le prix du carburant d'aviation, Transavia France adapte son programme de vol. En cas d'annulation, les clients ont plusieurs options. Bénéficier d'un report sans frais supplémentaires, obtenir un avoir ou encore un remboursement intégral du billet. À l'aéroport d'Orly, les vacanciers s'inquiètent déjà pour leurs vacances d'été. Alors là, moi, ce qui m'inquiète, c'est plus le départ en Corse, sauf si ils arrivent à le débloquer rapidement. Mais ça peut donc avoir un impact pour le voyage qui est prévu en août. On attend de voir un peu la situation, voir comment ça va se passer. Et puis, on fera en fonction, mais plutôt au dernier moment. Si les compagnies choisissent d'annuler des vols au printemps, c'est notamment pour préserver ceux de l'été, selon cet expert. Sur juillet-août, on est sur la haute saison, avec des vols qui sont beaucoup plus rentables, parce que les prix sont plus élevés, parce que le taux de remplissage est supérieur. Et donc ces vols-là, on peut imaginer raisonnablement qu'ils soient tous maintenus, parce qu'ils vont rester rentables, espérons-le, malgré la hausse du coût du kérosène. Pour le moment, les vols annulés concernent principalement des moyens courriers en Europe. Elles étaient censées ne pas augmenter leurs tarifs cette année. Eh bien, elles ne l'ont pas fait. Les mutuelles n'ont pas respecté le gel des tarifs demandé par le gouvernement. Vos complémentaires santé ont donc bien augmenté pour la majorité d'entre vous depuis début janvier. Une hausse de plus de 106 € en moyenne sur l'année. Mais ça peut monter beaucoup plus. Enquête de Que choisir ensemble, signée Sigrid Demisoire, Anne Domy, David Fossard et Louison Fourmont.
Thierry Dancoin vient de régler sa facture pour le mois d'avril. 212 € pour sa mutuelle santé, 13 € de plus par rapport à l'an dernier. Addition salée pour ce retraité de la fonction publique. Ça fait quand même à peu près un peu plus de 156 € par an. Là, l'augmentation dont on parle aujourd'hui, nos pensions n'ont pas augmenté d'autant. Cet employé dans une école paie, elle, 180 € de plus cette année et a demandé des explications à sa complémentaire. J'étais assez en colère sur le coup, mais bon, je me suis dit qu'il faut qu'il se trouve de l'argent partout. Pourtant, la loi de finances de la sécurité sociale l'interdit aux complémentaires santé. En 2026, le montant des cotisations ne peut être augmenté par rapport à celui applicable pour 2025. Autrement dit, les tarifs doivent être gelés. Sauf que dans les faits, des témoignages recueillis par l'association Que Choisir Ensemble montrent l'inverse. Le prix des mutuelles est en hausse, plus 106 € par an en moyenne. Ce que l'on constate avec notre appel à témoignages, c'est que le gel n'est, dans l'écrasante majorité des cas, pas appliqué par les complémentaires santé. Et c'est ça qui pose problème. Nous attendons donc de la part du gouvernement et des complémentaires santé qu'elles se rangent à la loi. Mais le gouvernement a lui-même saisi le Conseil d'État sur la légalité de la mesure. Alors en attendant, de nombreuses complémentaires assument de ne pas la respecter. Harmonie Mutuelle, MGEN, Groupama ou encore April, des organismes qui se justifient. Cette disposition est très probablement anticonstitutionnelle. Elle porte en effet atteinte à la liberté d'entreprendre, à la liberté contractuelle et à la garantie des droits, principes protégés par la Constitution. Le Conseil d'État a 2 mois pour rendre sa décision. On a beaucoup parlé dans le 20h des fortes pluies et des intempéries qui ont frappé la France cet hiver. Mais malgré cela, la sécheresse a commencé à s'installer dans plusieurs départements. Des arrêtés de restriction d'eau ont été pris en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres. Comment expliquer que les sols soient déjà secs en avril? Noé Poitvin, Élise Régaud et Antoine Morel. Son champ de blé souffre déjà de la chaleur et François Michaud ne peut rien y faire. Vous voyez, les épis sont pas la même hauteur. Manque d'eau. On arrive autour du genou, 40-50 cm, qu'à temps normal, il arrive à 60-70. L'eau se raréfie. Ici, au nord de la Charente, les agriculteurs doivent désormais se passer d'irrigation 3 jours par semaine suite à un arrêté préfectoral pour préserver la ressource. Tous sont inquiets, la pluie n'est presque pas tombée depuis 1 mois et demi. S'il n'y a pas l'eau qui tombe du ciel, ça va la catastrophe. C'est une quantité de paille à l'hectare qui va être divisée par 2. C'est du grain, un revenu qui va être divisé par 3. Ce technicien chargé de la surveillance des rivières le constate. Dans ce cours d'eau à proximité, le niveau est anormalement bas. Là, cette année, on estime qu'on a à peu près 1 mois et demi d'avance sur le niveau d'eau. Ce niveau-là, on va en général, sur une année moyenne, le retrouver plutôt sur un mois mi-juin, fin juin. Car ici, au nord de la Charente, il n'a plus que 6,4 mm ce mois-ci, 10 fois moins que la normale. Un déficit de pluie généralisé partout en France, mais qui n'est pas la seule explication au retour de la sécheresse. En ce mois d'avril, la chaleur supérieure au normal de saison réchauffe le sol. L'eau qu'il contient est renvoyée dans l'atmosphère par évapotranspiration. L'eau restante est consommée par la végétation en pleine croissance. La terre se retrouve donc asséchée, alors que les nappes phréatiques, elles, sont remplies. Ce contraste important avec l'hiver très pluvieux est un marqueur du changement climatique. Les 2 choses sont typiques, aussi bien les précipitations plus intenses durant l'hiver que l'évaporation plus rapide maintenant au cours du printemps. Et c'est une évolution à laquelle il faut s'attendre dans les décennies qui viennent, qui va s'accentuer. Les restrictions touchent aussi les particuliers. Interdiction d'arroser les jardins en journée et de laver son véhicule. En Chine, les intempéries, regardez ces images impressionnantes de rues transformées en rivières. Il y a eu de violentes pluies ces dernières heures dans la ville de Qinzhou, au sud du pays. Les secouristes ont pris en charge plusieurs sinistrés.
La situation reste explosive au Mali. Les rebelles Touaregs, alliés aux djihadistes, ont lancé des attaques sans précédent contre la junte au pouvoir, près de Bamako et dans le nord du pays. La ville symbole de Kidal a été prise par les Touaregs et c'est un camouflet pour les milliers de miliciens russes appelés en sauveurs par le régime pour le protéger. Pourquoi les mercenaires russes sont-ils si impuissants? La junte malienne va-t-elle tomber? Nicolas Bertrand, Fabien Fougère. Image humiliante. Dans ces camions, des dizaines de mercenaires russes d'Africa Corps, sans armes, quittent la ville de Kidal, battus. Ils ont négocié leur retrait. Plusieurs soldats maliens sont eux faits prisonniers après de lourds combats. Rue par rue, maison par maison, les mercenaires russes et l'armée malienne ont rapidement été encerclés. Les groupes armés reprennent le contrôle de cette ville qu'ils avaient perdue en novembre 2023. On a libéré Kidal. Une coalition inédite mêlant des rebelles touaregs indépendantistes et des djihadistes liés à Al-Qaïda. Et Kidal n'est pas la seule ville concernée. En quelques instants, samedi matin, ces groupes armés ont lancé des attaques simultanées sur au moins 6 villes du pays, dont Bamako et surtout Kati, le fief de la junte militaire qui dirige le pays. Dans cette maison vivait le ministre de la Défense, Sadio Camara, est mort. Un véhicule piégé, conduit par un kamikaze, a visé la résidence du dit ministre. La maison du président du Mali a aussi été attaquée. Assimi Goïta n'est pas réapparu publiquement depuis. À Bamako, des tirs ont encore été entendus ce lundi soir. Les habitants sont inquiets. J'ai été surpris par l'ampleur de cette attaque. Je ne pensais pas que c'était possible de faire de telles attaques à Bamako. Ces attaques coordonnées semblent effectivement faire vaciller la junte malienne. La stratégie de ces groupes, c'est déjà de désorganiser l'armée et de perturber l'existence de l'État. On a vu que l'armée avait du mal à être présente sur tous ces fronts en même temps. La junte, de son côté, affirme depuis le début des attaques que la situation est sous contrôle. À Bamako, les magasins ont rouvert progressivement, mais dans le reste du pays, les combats semblaient se poursuivre sur plusieurs fronts. Cette polémique à présent, 4 mois après l'incendie de Crans-Montana, des familles italiennes de victimes ont reçu les factures exorbitantes de l'hôpital suisse où les blessés ont été soignés. Des factures de dizaines de milliers d'euros. La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a réagi. Elle dénonce une réclamation insultante. Les familles disent-elles leur colère. À Rome, Raphaël Chapira avec Christophe Vignal. Lorsqu'il a reçu cette facture, Umberto Marcucci a vécu un nouveau choc. Près de 75 000 € pour les 15 heures que son fils a passées à l'hôpital de Sion après la tragédie. Nous avons pensé, c'est fou d'avoir si peu d'empathie. Nous, aujourd'hui, nous devons nous occuper de nos enfants qui ont encore besoin de soins et nous concentrer sur ces basses questions économiques. Non, merci. Le soir du 31 décembre, au bar Constellation, son fils âgé de 16 ans est brûlé sur 30% du corps et perd son meilleur ami. Au total, ce soir-là, l'incendie fait 6 morts et 10 blessés côté italien. Cette facture, reçue par au moins 3 familles de victimes italiennes, est en réalité une copie. Le montant ne doit pas être payé par les parents. La facture originale sera en réalité envoyée à l'État italien qui devra s'en acquitter. Refus catégorique de Giorgia Meloni. J'apprends par la presse que les autorités suisses ont l'intention de demander à l'Italie le paiement des frais médicaux. Si cette ignoble requête devait être formalisée, j'annonce que l'Italie la renverra à l'expéditeur et ne lui donnera aucun suivi. Sur la forme, les autorités suisses ont admis avoir commis une erreur, mais sur le fond, expliquent qu'elles n'ont fait qu'appliquer le protocole d'accord prévu entre les deux pays. Ces accords stipulent que si des citoyens italiens sont blessés en Suisse, ils bénéficient d'un accès complet aux services médicaux suisses, mais que les frais sont pris en charge par le système de sécurité sociale italien. Des propos qui scandalisent les autorités italiennes, car les 2 jeunes Suisses soignés en Italie après la tragédie n'ont, eux, rien eu à payer.
Après le procès de Gisèle Pelicot, on aurait pu croire l'électrochoc suffisant. Mais sur Internet, les mêmes logiques persistent. Des sites diffusent encore des vidéos de femmes violées dans leur sommeil, droguées à leur insu, qui font des millions de vues, pendant que sur des messageries privées, des hommes partagent conseils, produits et modes d'emploi. Cette mécanique sordide a été révélée par CNN au terme de plusieurs mois d'enquête. Et vous allez voir que notre équipe a, elle aussi, pu infiltrer certaines de ces plateformes. C'est l'enquête du 20h ce soir, signée Jocelyn Debroux avec Hervé Pozzo. Les images que nous avons pu visionner sont à peine soutenables. Sur ce site pornographique révélé par CNN, des centaines de vidéos toujours en ligne montrent des femmes profondément endormies, parfois droguées. Sur cette messagerie cryptée, dans ce groupe que nous avons pu infiltrer, un utilisateur américain vend les images d'une femme inconsciente dont il abuse en se filmant. Sur cet autre forum privé, des hommes s'échangent en anglais leurs conseils pour abuser de leurs femmes. Puis, preuve à l'appui, se félicitent de les voir inconscientes. Elle était paralysée. Certaines de ces femmes, victimes de soumission chimique, ont témoigné dans le documentaire produit par la chaîne CNN. Comme Zoé Watts, 48 ans, droguée et violée par son mari pendant 14 ans. Pendant toutes ces années, vous n'avez jamais utilisé le mot viol. En fait, c'est juste, vous savez, j'ai vraiment du mal à décrire ce qui m'est arrivé. C'est comme si les gens pouvaient le dire, mais que moi je ne pouvais pas. Sachez que vous n'êtes pas seul. Un combat que Zoé Watts dit avoir pu mener grâce au courage d'une femme française. Gisèle Pelicot, elle aussi victime de son mari qui trouvait ses complices sur Internet. La persistance de ces pratiques en ligne la désespère. Face caméra, elle s'adresse aux hommes. Messieurs, pensez à votre mère, pensez à votre sœur, pensez à votre fille quand vous faites ça. Est-ce qu'il y a un moment où vous allez vous dire que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment un acte criminel ? Le combat reste plus que jamais d'actualité. Coco, le site qu'utilisait Dominique Pelicot pour recruter ses complices violeurs, vient de refaire surface sous un autre nom, 2 ans après sa fermeture. Pour la ministre du Numérique, le site est déjà sous étroite surveillance. On a déjà constaté des choses qui sont absolument illégales, donc on est en train de mener les investigations, et s'ils le font, on ira jusqu'au bout, c'est-à-dire le fermer comme on l'a fait en 2024. Lors de sa dernière fermeture, le site Coco était cité dans plus de 23 000 procédures pénales, notamment pour des viols, trafics et agressions sexuelles sur mineurs. Les prisons au bord de l'explosion, une centaine d'établissements étaient bloqués partout en France. Aujourd'hui, les syndicats de surveillants pénitentiaires réclament des mesures d'urgence contre la surpopulation carcérale qui a battu un record jamais atteint. Les syndicats demandent plus de moyens et d'effectifs. Voyez là les images devant la prison de Rouen. Mais il y en a eu dans plusieurs prisons. Des mobilisations et des blocages dans toute la France. En cette période de tension sur le pouvoir d'achat, les supermarchés contre-attaquent face au vol à l'étalage avec de nouveaux systèmes, je vous le disais en titre. Une vidéosurveillance dopée à l'IA, des robots dans les rayons, voire même des détectives privés chargés de traquer les voleurs. C'est notre document signé Manon Bougot et Thomas Guéry. C'est presque devenu un jeu. Des voleurs qui se vantent de leur larcin sur les réseaux sociaux, comme ce jeune homme. Sourire aux lèvres, il dissimule un paquet de gâteaux sous son sac à dos. Lui cache 2 canettes de soda dans sa sacoche. Des clients sans scrupules. Élu meilleur voleur de Monoprix. Et des vols à l'étalage qui se multiplient. Un supermarché en banlieue parisienne. Ce jour-là, devant l'enseigne, en moins de 10 minutes, nous rencontrons des consommateurs pour qui frauder est devenu régulier. Des bonbons, des canettes, un truc comme ça, on les met dans les poches et on sort facilement. C'est sûr qu'il faut avoir une bonne technique. C'est quoi la technique? Surtout d'avoir un bon comportement. Ouais, ne pas regarder à gauche, à droite, surtout les vigiles, les vendeurs, etc. quoi. Parmi ceux qui volent, les profils sont variés, de l'étudiant au salarié. Vous êtes déjà arrivé à frauder aux caisses automatiques? Oui, en tout cas non pas tout. Alors pour traquer les voleurs, la grande distribution contre-attaque. Caméras dotées d'intelligence artificielle pour détecter des gestes suspects. Robots de surveillance ou protection haut de gamme autour de certains articles.
Dans ce supermarché où les vols sont quotidiens, les rayons ont désormais des allures de coffre-fort. Du coup, là, on arrive dans notre rayon alcool. Si le client il vient, là, c'est pas possible de l'ouvrir. Et si vraiment il voulait absolument accéder, il faudrait qu'il casse le carreau et du coup, ça alerterait tout le monde. C'est tout le magasin qui a été réagencé. Les rayons sensibles où sont vendus les articles les plus volés, comme les produits de beauté, ont été placés près des caisses. Plus de visibilité, moins de tentation donc pour les chapardeurs. Et au plafond, de nombreuses caméras ont été installées, une par rayon. 5 d'entre elles sont dotées de l'intelligence artificielle, mais le directeur n'est pas franchement convaincu. L'intelligence artificielle nous envoie un message à chaque fois qu'elle détecte un comportement suspect. Le problème, c'est que des comportements suspects, il y en a beaucoup dans une journée. Ça peut être une personne qui remet son téléphone dans sa poche, ça peut être une maman qui redonne une tétine à son enfant. Et du coup, on a beaucoup d'alertes et on n'arrive pas à s'y fier vraiment. D'autres supermarchés comptent donc sur des méthodes plus radicales pour limiter les larcins. Nous voici dans la banlieue d'Agen. Dans cette grande surface caddie à la main, cette femme arpente les allées, l'air de rien. Mais en réalité, elle ne fait pas ses courses. Elle est en filature, employée par le magasin. Et si elle veut rester anonyme, c'est pour traquer les voleurs. Il y a des gens comme moi dans les magasins qui se promènent en civil et qui sont là justement pour vérifier, informer les hôtesses de caisse de tout ce qui se passe. Quelqu'un par exemple qui va prendre de la marchandise sans regarder les prix, qui va prendre n'importe quoi, déjà c'est suspect. Ancienne agent de sécurité, reconvertie dans le conseil aux entreprises, Patricia a une deuxième mission aujourd'hui. Tester la vigilance de cette nouvelle caissière. Et pour ça, elle se met dans la peau d'une voleuse expérimentée. Elle va dissimuler des produits dans le caddie pour tenter de duper la nouvelle recrue. Exemple au rayon électroménager. Et d'un, et de deux. J'ai mis la marchandise sous le double fond de la glacière. Et dessus, je vais mettre de la marchandise. Puis Patricia continue ses tours de passe-passe avec tous ses sacs. Alors là, j'ai regardé les choses qui sont un petit peu chères et qui sont plates. Elle jette son dévolu sur ses gants et regardez comment elle les dissimule. Au fond du sac, avant de tout replier. Je vais plier. Cette poche, je vais la mettre comme ça derrière, pliée. Les hôtesses de caisse sont censées me demander d'ouvrir les sacs. N'importe qui vole, n'importe quel profil, même une mamie. La jeune caissière va-t-elle se faire avoir? Avec elle, Patricia joue la carte de la sympathie. J'aime beaucoup vos sourcils, c'est vous qui les faites? Les sourcils sont tatoués ou c'est vous qui les faites? La diversion fonctionne. Montant payé, 35 € pour un caddie qui en vaut 150. L'heure est donc au débriefing. Qu'est-ce que vous n'avez pas contrôlé dans ce caddie? Dessous les packs, du coup. Regardez dessus, les glacières bleues. Elles ont un double fond de la même couleur. Et ensuite... D'accord? Mais plutôt choquée, du coup. Une bonne leçon. Tout ce que je vous ai fait, là, je l'ai vu faire. Hein. Et c'est tout bête, hein. Mais c'est hyper important. Patricia est intérimaire et plusieurs magasins de cette enseigne s'arrachent ses compétences. Quand elle ne sillonne pas les rayons, elle a les yeux rivés sur les écrans de vidéosurveillance. Sur le tapis, est-ce que tu peux me dire s'il y a une lampe? Un voleur identifié aura sa photo placardée dans le bureau, sa plaque d'immatriculation inscrite sur cette liste noire. Des informations que Patricia partagera avec d'autres magasins du secteur. Après des mois de travail sous tension et des dizaines d'auditions, le rapport de la commission d'enquête sur la neutralité et le financement de l'audiovisuel public va bien être publié. Ainsi en ont décidé il y a quelques minutes les députés de la commission qui ont voté sa publication par 12 voix contre 10. Il sera rendu public le 4 mai prochain. Des loups aux portes de Lyon. Regardez ce loup filmé en pleine nuit, en ville, dans une commune située à une trentaine de minutes de la métropole lyonnaise. Par ailleurs, ces dernières semaines, les attaques de troupeaux se sont multipliées. Reportage Lucas Franchino, Brice Parer. Pris dans les phares de cet automobiliste, un loup traverse la commune de Chasse-sur-Rhône, au sud de Lyon. Une vidéo filmée la semaine dernière en pleine nuit et surtout en plein centre-ville. Comme celle-ci faite au début du mois, quelques rues plus loin. C'est un bébé. Bichette. Est-ce qu'on n'appellerait pas les flics? Impossible pour l'heure de dire s'il s'agit du même individu, mais dans la commune de 6500 habitants, la présence
d'un ou plusieurs loups ne passent pas inaperçus. Il y a beaucoup de riverains qui se promènent avec leurs animaux aussi, donc on essaie de faire attention, surtout le soir. Je suis surprise, effectivement. Pour moi, les loups, ils n'ont rien à faire ici. Ils doivent être dans les coins sauvages. Chez nous, c'est pas très sauvage. La zone, très urbanisée, pourrait piéger le loup. Coincé d'abord par ce nœud autoroutier au croisement de l'A7 et de la 47, puis par le Rhône qui fait office de barrière naturelle, formant une sorte de goulot d'étranglement. Une hypothèse confirmée par l'Office français de la biodiversité, qui a aussi permis d'identifier le loup sur les vidéos. On a aussi donc les oreilles qui sont plutôt de forme arrondie par rapport à des chiens qui vont avoir les oreilles vraiment plus grandes et on va dire très triangulaires et pointues. Au printemps, les jeunes loups quittent la meute pour s'installer sur un nouveau territoire. C'est la phase dite d'exploration. Ça fait partie de la biologie de l'espèce de passer et de traverser des zones urbanisées. En plus, comme ce sont des animaux qui sont quand même encore assez jeunes, qui sont pour la première fois livrés à eux-mêmes et en dehors donc, de leur meute d'origine, ils ont peut-être un peu moins conscience du danger. Avec les réseaux sociaux, sans déconner de pauvre. Les témoignages et les vidéos se multiplient en France. Oh, c'est pas un loup ça? Eh ouais, c'est un loup. Comme à Fréjus en janvier dernier, et ce loup qui emporte une chèvre en plein jour, à proximité de la rocade et à 2 pas des habitations. Nous avons pu rencontrer son propriétaire, encore stupéfait. C'est dans cet endroit qu'il y a eu la première attaque. Et après, il l'a traîné sous le grillage pour l'emmener sur le terrain du voisin. En fait, j'étais un peu choqué, justement, en me disant une attaque de loup aussi près de la ville, tout ça. J'y croyais pas. Une école qui est à 500 mètres, c'est pas courant. Ces 5 dernières années, la population de loups se stabilise en France, avec une moyenne autour de 1000 individus. Et on en vient à l'exploit historique dans l'ascension du Mont Blanc. 2 Français ont mis 4 heures, 41 minutes et 24 secondes pour faire l'aller-retour en course à pied et à ski de Chamonix jusqu'au sommet du Mont Blanc. Ils sont guides de montagne tous les deux et ils ont battu le record détenu par un Italien à 2 minutes près. Pierre-Yves Salic, Ophélie Boussadoun et Camille Fraioli. Il y a ceux qui courent autour de chez eux le week-end et ceux qui font un saut sur le Mont Blanc dans la matinée, comme ça, avant le déjeuner. Mathéo Jacquemou et Samuel Eki sont de cette catégorie. Samedi, devant l'église de Chamonix, ils sont partis pour un aller-retour sur le toit de l'Europe, comme on court attraper son train. L'un est guide de haute montagne, l'autre est militaire, 2 champions du monde de ski alpinisme. Face à eux, 3800 mètres de dénivelé, des murs à 45% qu'ils avalent à toute vitesse. C'est un itinéraire crevassé, dangereux, c'est plein de pièges qu'il faut savoir appréhender. Après, on avait bien repéré, on connaissait très bien tout l'itinéraire, donc ça aide vachement. Ouais. 4 heures, 43 minutes, record à battre pour cet aller-retour, quand il faut 2-3 jours à tout bon sportif. Arrivés au sommet, par moins 10 degrés, les 2 hommes n'ont pas le temps de faire des selfies. Ils ont 1 petite minute de retard sur le planning. T'as 1 minute sur le chrono. C'est le moment le plus grisant de la journée, retirer les peaux de phoque pour dévaler la muraille de glace, la face nord du Mont Blanc. On est quand même moins lucide que plus bas en altitude, donc on se dit plein gaz, mais on connaît nos limites, on sait ce qu'on est capable de faire et on fait quand même... on skie à notre niveau et pas au-dessus de notre niveau. Ah ouais, c'est bon ça les gars. 20 minutes à ski, 40 minutes à pied. Les 2 champions sont pile à l'heure au clocher de Chamonix. 4 heures 41 minutes, ils grappillent 2 minutes au précédent record. On a gagné cette histoire. Bon, moi j'arrête. Mathéo Jacquemou, lui, termine là une joyeuse saison. Le mois dernier, il a traversé tout l'arc alpin, de l'Autriche jusqu'à Nice, 2200 km. Ce week-end, c'était donc le Mont Blanc en courant. La prochaine fois que vous ferez votre jogging autour de chez vous, ayez une pensée pour ceux qui n'arrivent pas à s'arrêter. Et cette dernière minute, on vient tout juste de l'apprendre, le suspect, le tireur présumé du gala de la presse à Washington, vient à l'instant d'être mis en accusation par un tribunal fédéral pour tentative d'assassinat sur Donald Trump.
On en vient à présent à la folie des vides-greniers. Ils se tiennent désormais toute l'année et attirent de plus en plus de Français qui cherchent à boucler leur fin de mois en vendant les souvenirs de famille ou encore les objets devenus inutiles. Entre bons plans et chasse au trésor, les équipes d'envoyés spéciales les ont accompagnés. C'est un reportage d'Anaïs Barre et Marie Petitjean. Hop là. Parce que ça, je me dis, avec Noël pour les enfants, ça peut être pas mal. Ces petites choses-là aussi. Ça, c'était à mon arrière-grand-mère, par contre. Dans la famille Lefebvre, Jade est celle qui récupère toutes les babioles, dont plus personne ne se sert. Par exemple, les chaussures, c'était à mon compagnon, mais lui, ils ne lui plaisent pas du tout. Il a dû les mettre 1 à 2 fois à tout casser, mais ça l'intéressait pas du tout. Ma belle-mère est une fan de Noël, donc on lui avait acheté plein de petites choses comme ça. Il n'y a personne qui s'appelle Juliette dans la famille. Un méli-mélo d'affaires que la jeune femme revend pour récupérer quelques euros. Voilà, 2 € la petite boîte, les BD sont à 2 €. Je ne mets que des petits prix. Il y a des fois, j'y passe la journée entière à tout préparer pour ce genre de choses. C'est très très long. La revente d'occasion, elle y consacre tout son temps libre. Et aujourd'hui, sa pause déjeuner, car elle a besoin d'argent. Ben hop, je me dis, si ça peut refaire 3 sous pour le quotidien, pouvoir faire 3 courses en plus, l'achat de la viande rouge qui est devenue mais hors de prix. Le poisson, le saumon, voilà, c'est des choses qu'on n'achète plus. Quand on voit les prix, jamais par moment ça pique un peu. À 23 ans, Jade, tout juste diplômée d'un BTS, enchaîne les CD des cours. Certains mois, elle vivote avec 500 €. D'autres, elle dépasse difficilement les 1 000 €. Pour compléter ses revenus, la jeune femme a trouvé près de chez elle un nouveau moyen de revendre ses affaires. Elle a rendez-vous dans cette zone commerciale, à Mazamet dans le Tarn. Dans cette boutique, un vide-grenier permanent. Bonjour. Vous allez vous installer au B5. Je vous montre? Je veux bien, oui. Allez, on y va. Ici, plus besoin d'affronter la pluie et le froid pour vendre son barda. Allez. Chaque exposant a son étagère, à l'abri et bien au chaud. Voilà. Super. C'est là. J'essaye de m'inspirer un peu des magasins, de comment ils font pour présenter leurs chaussures. Il faudrait le mettre sur une penderie, ça. Non? Ouais, si, on peut mettre une penderie. Ouais. Christian Escande est le gérant du vide-grenier. Ici, il est un peu coach de vente pour apprentis commerçants. Là, tu vas perdre la place. Ouais. Tandis que, en le mettant, hop, comme ça. Ça, c'est bien aussi, c'est parce qu'on peut quand même avoir des petits coups de pouce. Ça, c'est pas mal. Jade a loué ce stand pour 1 mois. En fait, c'est toute cette partie-là de présentation et les 2 étagères qui est à côté. C'est mon petit magasin, je fais ce qui me plaît. Ça coûte combien, ce stand? Là, j'en ai pour 35 €. En plus de la location de l'étagère, le magasin prélève une commission de 35% sur chaque objet vendu. Ben, par exemple, sur ma petite BD de 2 €, j'aurai pas 2 €, moi, dans ma poche, une fois que cet article-là sera vendu. Sur cette BD, elle ne gagnera qu'1,30 €. Et ça vous convient? Oui. Parce que du coup, c'est pas du stock qui est chez moi, c'est quelqu'un d'autre qui le vend à ma place. L'installation terminée, elle confie maintenant son stand à Christian. Il va vendre ses affaires à sa place. C'est bon? C'est tout bon pour moi. C'est bon. Cette chaîne de vide-grenier permanent compte déjà plus de 70 magasins en France et ne cesse de s'étendre. Pour revendre ses affaires à la campagne, loin des zones commerciales, il faut guetter l'arrivée d'un camion un peu spécial. L'Expertibus. De ville en ville, ce camion parcourt l'Occitanie à la rencontre des habitants
et récupèrent leurs objets anciens, leurs tableaux ou leurs bijoux de famille. Ce camion, c'est celui de Marc Labarbe, commissaire-priseur. Messieurs, dames, bonjour. Vous connaissez le concept de l'expertibus? Tout le monde, vaguement? Vaguement. Ben, écoutez, on va vous donner une plaquette à tous hein, pour l'heure de passage. Et puis vous allez passer chacun dans un bureau pour montrer vos trésors. Et on va essayer de trouver la perle rare. Il y a beaucoup de tableaux, c'est bien. J'aime la peinture. Il a eu l'idée de créer un cabinet d'expertise ambulant et gratuit. C'est le premier bureau, ça, voilà. C'est le mien, celui-là. Voilà. Je me suis habitué à ce bureau-là. L'autre bureau indépendant, vous voyez, hop. Voilà, ici, vous avez 2 autres commissaires-priseurs installés dans le 2e bureau. Quand il y a du monde, c'est bon d'avoir 2 bureaux. Hein. C'est vous, madame? C'est vous, alors? Et justement, ce matin, ils sont nombreux à vouloir échanger leurs bibelots contre quelques euros. Oh, bonjour, madame. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? C'est une soupière qui date de 100 ans. Ah là là, la soupière. C'est une tante à moi qui me l'avait donnée. Eh oui, mais la soupière, on va la garder comme ça parce que il n'y a plus de collectionneurs de soupières. La faïence n'a plus de succès aujourd'hui. Cette retraitée va avoir plus de chance avec son second sac. Ce sont des émaux de Longwy et aujourd'hui, ça vaut 150 euros la paire. 150 à 150 euros la paire. Alors, si vous m'achetez, je la revends. Ah, mais je ne les achète pas, je les vends, moi, pour vous. Le camion, il ne nous achète rien? Ah non, je n'achète rien. Alors, tous les jours. Je mets à la vente les objets aux enchères publiques, si vous voulez les mettre à la vente. Oui. Et on les vendra d'ici 15 jours, 3 semaines. Et un mois après, vous recevez la somme correspondant à la vente. Mais vous ne prenez pas de commission? Ah, je prends une commission, mais moi, quel que soit le prix, le restant est pour vous. Hein. Une commission de 18% en moyenne sur ces objets, avec laquelle le commissaire se rémunère. Donc on va vous prendre les plats. Allez, regardez, hop. Comme mes filles n'en feront rien, et moi non plus, eh ben alors on les prend. Bon. Au prix fort, c'est dans la boîte. On va essayer. Christiane repart sans ces 2 plats. Merci. Au revoir, Mme Pierre. Passez une bonne journée. Merci. Avec la promesse de recevoir une centaine d'euros. Et bonne valte. Merci. Au rendez-vous du camion, des déceptions et de grands espoirs, placés parfois dans de tout petits objets. C'est au tour de Patrick Thomasin, retraité lui aussi, accompagné de son fils, de tenter sa chance. Bonjour, cher monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Montrez-moi un peu tout ça. Ah. Oh. Un grand artiste, un grand fondeur. Hein, voilà. Regarde un peu comme il est beau, là. On est sur l'un des plus grands sculpteurs animaliers. Voilà, Antoine Dubarry. Vous l'avez de famille, cet objet-là? Oui. Suspense. Je vous dirais entre 8 et 12 000 euros. Voilà. Fourchette un peu large. C'est bien. Ouais. On ne s'est pas trompé? Non. Voilà. Quand on dit qu'on trouve des trésors à la campagne, voilà, un trésor. Cet argent, vous allez en faire quoi? Alors, ça va nous aider à participer aux frais d'EHPAD. Ma femme est en EHPAD, la maladie d'Alzheimer. Et comme c'est un peu cher. Et c'est un peu cher, oui, effectivement. 2800 par mois? Oui, 2005 par mois. 2500 euros par mois. On peut payer 5-6 mois, quoi. Quand elle a su que le camion passait près de chez elle dans les Hautes-Pyrénées, Aurélie Eto s'est empressée avec son fils Myron de trouver quelque chose à rapporter. Un tapis cédé par la grand-mère et quelques illustrations. Attention, il y a du lourd. T'arrives à le soulever, ton tableau? Aurélie est au chômage depuis 1 an. Voilà. Bon, c'est une peinture? De la toile peinte. T'as de la toile peinte, tu crois? Passe la main dessus. C'est tout lisse. Et c'est lisse, donc c'est un papier collé, c'est pas une peinture. Ça, c'est pas grand-chose. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La curiosité. C'est un tapis? Non. Ah oui. Une tapisserie ou un tapis? Un tapis. Oh non. Les tapis, c'est fini.
Il y en a tellement eu de tapis que les gens n'en veulent plus. T'as pas des Pokémon, toi, à m'apporter? Ah, t'as pas des cartes Pokémon? Pourquoi tu les as pas portées? J'en ai, mais pas les anciennes. C'est pas des anciennes. Bon, les prochaines fois, tu les apportes, hein? Ok. D'accord? On dira ce que ça vaut. Eh ben oui. Hein? J'ai perdu mon travail il y a un an. Et oui, c'est assez compliqué de payer les factures. On fait comme on peut, hein. Aurélie va devoir chercher autre chose pour compléter ses revenus ce mois-ci. Retour au vide-grenier permanent, où la journée commence a priori comme dans un magasin ordinaire. Sauf qu'ici, il n'y a ni réserve, ni marchandises en stock pour réachalander les rayons. Raphaël, salarié du vide-grenier, doit donc trouver des astuces pour combler les trous. Les articles, quand on passe, on ne les voit pas. C'est au fond du stand. Donc toujours que le maximum d'articles soit visible. Là, c'est vide. Il faut qu'on téléphone à la cliente en lui disant « Venez réapprovisionner votre stand, il y en a besoin ». Pour vous, du coup, une étagère vide... Ah ben, c'est de la perte de chiffres, hein. Clairement. Et pour eux aussi. Bonjour. Bonjour. Vous venez pour du réassort? Eh oui. Allez, ok. Pas de problème. Lauriane Bigarnet arrive justement avec de nouvelles babioles pour son stand, qu'elle loue déjà depuis 15 jours. J'habite pas très loin, donc je suis passée régulièrement et je voyais qu'il y avait des choses qui partaient, qui se vidaient, donc il faut que ça reste attractif, mais c'est pas toujours évident, hein, parce que c'est un métier. Hein. Elle s'est donné 3 semaines pour rentabiliser la location et vendre le plus d'objets possible. Vous espérez en tirer combien Moi, j'aurais espéré en tirer quand même au moins une centaine d'euros. Ça représente soit un plein, soit ça peut représenter 2-3 semaines de repas pour mon fils ou 2-3 paquets de couches. 35 € s'il vous plaît. À chaque fois qu'un article passe en caisse, la cagnotte de chaque vendeur se remplit. Et celle du magasin aussi. Vous voyez donc l'article qui est passé en linge de maison qui est affiché à 10 €, donc prix client, avec la commission déduite qui fait donc 6,50 € en net pour le client directement sur son compte. Donc là, il reste 3,50 € qui est pour le magasin. Au fond du magasin, le stand de Jade, notre jeune vendeuse rencontrée il y a quelques jours, s'est bien vidé. Alors? Elles sont jolies. Pendant que ses chaussures et son portefeuille sont sur le point de trouver preneur au vide-grenier. Les petits cadeaux à 1 €, c'est bien. Jade est chez elle, en train de revendre d'autres articles sur Internet. J'essaye de prendre des photos globales de l'article. Et donc là, ensuite, ça part sur Vinted. Le prix, je vais le mettre à 3 €. J'ai des t-shirts, des pulls, voilà, des vêtements glanés auprès de toute sa famille, qui lui permettent de générer un vrai complément de revenus. Là, je suis presque à un montant de 7 000 € en 5 ans. Donc on va dire qu'on tourne à peu près à du 1 000 € à l'année. Ces activités de revente empêchent pour l'instant Jade de sombrer dans la précarité. Depuis la fin de ses études, elle n'arrive pas à trouver d'emploi fixe. J'ai changé 3 fois d'entreprise en 1 an. Et je me suis dit, non, je ne peux pas continuer à me dire, bon, est-ce que le mois prochain, je vais avoir un salaire? Quelles sont les aides que je vais avoir? Et c'est là où je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de monter mon entreprise. Jade s'est lancée dans le pet sitting, le babysitting pour animaux. Cet après-midi, doucement, chouchou, elle doit prendre soin de 6 chats et d'un chien. Bah oui, quelle idée de te mettre dans les brindilles aussi. Sirius est son premier client du jour. C'est un border collie de 1 an. Tout ce qui est Vinted, le Bon Coin, le vide-grenier, c'est sympathique. Mais à la longue, non. Je préfère largement m'occuper d'eux et prendre du temps pour eux que de trier les vêtements, coller des étiquettes. Si je peux faire ma vie uniquement que de ce métier-là, c'est vraiment ce que je souhaite.
Toulouse, les objets récupérés dans le bus ambulant ont tous atterri dans la maison de vente de Marc Labarbe, commissaire-priseur. Des objets qui vont maintenant devoir faire leurs preuves aux enchères. Par maître Trézière, cette vente. Tout est prêt. L'exposition, on a eu un petit peu de monde qui est venu. Il y a toutes sortes de choses. On a des petites choses qui sont intéressantes, des petits cadeaux avant de Noël. Les bronzes, on a le marabout, il est très beau, il est beau le marabout. Qui est estimé autour de 400 €. Un chiffre de départ. Mais le prix de vente de ces objets pourrait s'envoler si plusieurs acheteurs sont intéressés. Les 2 huiles sur toile de Robin que vous aviez ramené de l'Expertibus. C'est très bien fait d'ailleurs. Celui-ci est quand même un peu plus coloré. On a mis 700 à 900 pour chacune de ces toiles. Au numéro 94 de la vente, cette Cadillac V16. 20 €, c'est pris en salle. 20 € une fois. 25, 30, 30 €, c'est monsieur. J'adjuge 30 € à vous, monsieur, plaquette 132. C'est maintenant que tout se joue. Les objets confiés à l'Expertibus vont-ils rapporter de l'argent à leurs propriétaires? Par Jean Grave, ce très très beau marabout. Petit sujet de 15 cm et demi. On est à 1310 €. 1350 au fond de la salle. Adjugé 1350 € en salle. Le lot phare de la vente de ce matin, cet Alfa Romeo P2. On va démarrer à 1500 €. 3300, c'est sur le live. 3500 €. 3700 pour cette P2. 3900, 4100. Les acheteurs en ligne s'enflamment pour cette voiture qui dormait dans un carton. 4300. 4500. 4500 €, c'est sur le live. Terminé. Adjugé 4500 € à l'acheteur 1005. Une voiture qui fera le bonheur d'un collectionneur et celui de son ancien propriétaire qui l'avait laissé au grenier. Les objets récupérés par le bus il y a quelques semaines ont eux aussi été vendus aux enchères. Le fameux bronze a rapporté à son propriétaire 9500 €. C'était les nouvelles du monde en ce lundi 27 avril. Vous continuez de décrypter l'actualité avec Alban Mikosi sur France Info Canal 16. Tout de suite, la météo d'Anaïs Baïdemir. À 21h10, votre série Meurtre au paradis. À 13h demain, Mélanie Taravon. Et moi, je vous donne rendez-vous demain à 20h et vous souhaite une très très belle soirée sur France Télé. Merci. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info Canal 16.